a vu ce schéma beaucoup. Donc, on va de l'académique, la recherche académique, jusqu'au transfert vers l'industrie biopharmaceutique. Le transfert peut évidemment se faire avant. Et donc, au milieu, le processus de drug discovery. Et le LabEx Lermite se place effectivement à ce niveau-là pour essayer de faire avancer les projets d'ici à là. Et actuellement, les projets ont été initiés au début du LabEx Lermite, donc sont plutôt dans ces phases-ci. Le LabEx Lermite, c'est surtout un réseau de compétences interdisciplinaires avec des biologies spécialisées en oncologie, maladies cardiovasculaires, immunologie, infectiologie, différentes équipes de chimie avec différentes spécialités en synthèse organique, substances naturelles, molécules fluorées, de la galénique extrêmement important dans les projets, et de la pharmacocinétique, et bien évidemment des équipes cliniques support à nos projets qui sont absolument essentielles dès le départ des projets. Donc la répartition par discipline, en gros, et ça c'est important, c'est un gros 40% de biologie-médecine, avec donc des médecins des études cliniques, un gros 40% de chimie, et effectivement à peu près 15% qui sont à l'interface chimie-biologie. Et c'est ce réseau qui va effectivement permettre de créer des projets potentiellement intéressants et viables. Au niveau de la répartition géographique, donc les 38 équipes du LabEx Lermite, qui sont issues de 15 laboratoires différents, vont du campus de Gif-sur-Yvette, donc campus CNRS. Donc il y a un laboratoire et 5 équipes représentées, jusqu'aux portes de Paris, au sud de Paris, à AKB, avec deux laboratoires et 2 équipes qui participent. Actuellement, le centre névralgique est au niveau de Châtenay-Malabry, 3 laboratoires, 12 équipes, mais très prochainement, probablement à partir de 2018, avec la création de l'université Paris-Saclay, la plupart des équipes de recherche vont se retrouver sur un même et unique lieu, en gardant bien évidemment les équipes attachées aux hôpitaux de Marie-Lannelongue, de Gustave-Roussy et de Kremlin-Bicêtre. Les missions donc, des LabEx, c'est la recherche, la formation, la valorisation et l'attractivité. Alors, en plus de l'intérêt intrinsèque de chacune de ces missions, il faut voir que ce sont des outils absolument nécessaires et indispensables pour créer un réseau de compétences interdisciplinaires. Et un réseau, c'est bien de le créer, mais ensuite, il faut l'animer, il faut le faire vivre. Et toutes ces missions-là permettent au quotidien de faire vivre, surtout lorsqu'on est étalé géographiquement, et sont des points extrêmement importants. Et les projets de recherche eux-mêmes font partie des outils pour créer ce réseau de compétences et le pérenniser. Les axes de développement du LabEx Lermite, donc les maladies en termes de pathologie, c'est l'oncologie, maladies cardiovasculaires, immunologie, infectiologie. On retrouve donc les thématiques MEDALIS. Et en termes d'axes stratégiques, on développe en fait ces pathologies sous la forme des projets cibles, nouvelle identification, validation de nouvelles cibles, de nouveaux inhibiteurs, activateurs, résistance aux agents anti-infectieux, enfin aux antibiotiques, résistance aux immunothérapies, et l'adressage, et vie des molécules, métabolisation des molécules. Toutes les équipes, donc évidemment le total est plus de 38 puisque chaque équipe appartient à plusieurs axes de développement. Et ceci est le départ et a été la création du LabEx Lermite pour créer un réel réseau de compétences interdisciplinaires et qui croise les différents axes de développement. Ça, très rapidement, on voit ici donc représenter les différents partenaires et on voit que chaque partenaire participe à différents projets. Donc ici, vous avez projet cible, résistance, delivery, adressage. Et également, bien entendu, que chaque projet fait intervenir des biologistes, des équipes de chimie, des physico-chimistes. Et c'est encore une fois ce maillage qui fait la force des projets et qui va permettre de les avancer. Ici, un seul partenaire ne participe pas actuellement à un projet de recherche, mais il est important de noter qu'il est extrêmement actif au niveau des groupes projets, des groupes de recherche et de la vie du LabEx. Donc il ne suffit pas uniquement d'être financé pour participer au projet, puisque c'est quand même un projet sur 10 ans, on n'en est qu'à la 3e année, donc il reste un petit peu de temps devant nous. Bien entendu, tout cela n'est possible qu'avec le support des plateformes technologiques qui sont sur les sites de nos différents laboratoires, des différents labos. Ils sont cités ici, sont vraiment des plateformes partenaires.
Et juste pour finir sur cette introduction sur le LabEx Lermite, je veux juste dire qu'on a un site web, que c'est un outil qui est ouvert, on n'est pas fermé sur nous-mêmes. On peut voir ici les différents partenaires, les projets de recherche, les plateformes partenaires, mais également nos actions, nos écoles d'été, une chaire internationale d'innovation thérapeutique, avec un séminaire, souvent une fois par mois, d'un niveau international où vous êtes tous conviés, évidemment. Une page avec des offres ou des demandes post-doc, emploi de manière générale, et un agenda. Donc vous êtes tous les bienvenus pour participer effectivement à cette aventure. C'est vraiment quelque chose d'ouvert. Et la géométrie du LabEx va évoluer au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose de figé. Donc sur la chimiokine SDF1, c'est XL12 et ses récepteurs comme cible de nouveaux antagonistes pour le traitement de l'inflammation, des déficiences immunitaires et du cancer, coordonnés par le professeur Bonafé, qui est un chimiste, et par le docteur Karl Balabanian à Clamart, qui est un immunologiste. Encore une fois, on trouve toujours la paire biologie-chimiste absolument essentielle. Donc, je ne suis pas immunologiste, mais le système chimiokine-chimiorécepteur est assez complexe et on voit que dans la majorité des cas, à un récepteur correspond plusieurs ligands et à un ligand correspond plusieurs récepteurs. Il est évident que quand on choisit une cible thérapeutique, partir sur ce type d'axe est un petit peu risqué. Il va y avoir quand même beaucoup de phénomènes de compensation, de complications. Il se trouve, s'il y a une indication thérapeutique intéressante, qu'un système comme celui-ci, un récepteur, un ligand, va être déjà plus optimum pour démarrer un projet. Donc l'axe de signalisation, c'est XL12. Je n'ai pas du tout rentré dans les détails, mais au départ, il y a liaison du ligand avec son récepteur, mais ce phénomène n'est pas un phénomène à 2 partenaires, mais bien à 3 partenaires, car le ligand doit se fixer à des sucres, donc des glucosaminoglycanes et plus spécifiquement les éparanesulfates, pour avoir une présentation correcte, une concentration correcte au niveau du récepteur. Donc là, il y a bien 3 partenaires. Ensuite, il y a la voie de signalisation habituelle qui est impliquée au niveau de la prolifération cellulaire, la migration, la survie. Cette voie de signalisation est extrêmement importante au niveau de l'homéostasie, mais des dérégulations de cette voie de signalisation est impliquée dans différentes pathologies infectieuses, inflammatoires, auto-immunes, dans certains cancers et dans des pathologies rares telles que le syndrome de WHIM ou la lymphopénie idiopathique. Donc il y a bien, dès le départ du projet, des indications thérapeutiques et on cible déjà en amont quel type de patient on voudra traiter. Donc les stratégies anti-CXL12 peuvent être différentes. Le plus classique lorsqu'il y a ligand-récepteur, c'est d'aller chercher un antagoniste du récepteur. Il y en a actuellement un sur le marché, la MD3100, qui malheureusement est cardiotoxique et en plus qui a des paramètres PK assez mauvais puisque le temps de demi-vie est inférieur à 1 heure. Et une seconde stratégie est d'aller directement au niveau du ligand, mais ça c'est une stratégie qui est développée à Strasbourg par nos collègues de Strasbourg et probablement que dans ce projet des collaborations vont être mises en place très rapidement. Je veux juste préciser que lorsqu'on met en place le projet, on regarde aussi ce qui se passe au niveau de ce récepteur. Et en gros, en moins d'une demi-journée, on voit qu'il y a une vingtaine de brevets déjà, il y a 10 pharma qui bossent sur cet axe-là et qu'il y a une dizaine, une quinzaine de grants aux États-Unis pour travailler sur le récepteur CXR4. Le choix donc, dans ce projet a été de travailler sur l'interaction du ligand avec ces fameux sucres, ces éparanesulfates, en inhibant cette interaction et en travaillant au point de vue intracellulaire pour inhiber l'internalisation du récepteur. Quelques mots donc sur cette partie-là. Les éparanesulfates tapissent la surface cellulaire. On voit ici des images en confocale d'une monocouche de cellules endothéliales avec un marquage des chaînes. Chaque petite étoile correspond à une cellule. On comprend aisément, quand on voit cette image, l'importance de l'interaction ligand avec ces chaînes d'éparanesulfates pour la présentation au récepteur au niveau cellulaire. Simplement, pour cibler effectivement les chaînes d'éparanesulfates, il faut qu'il y ait une certaine spécificité au niveau pour pouvoir avoir un médicament effectivement efficace.
Donc effectivement, le but est de développer des ligands CXL12 capables de bloquer les interactions spécifiquement CXL12 avec les GAG. Donc il y a effectivement une interaction spécifique en fonction de la composition de ces chaînes de GAG avec différents ligands. Et c'est cette spécificité que l'on va utiliser dans le projet. Cette spécificité, on la retrouve, et j'ai trouvé ces graphiques assez intéressants, au niveau des organes, puisque les organes sont capables, les cellules des différents organes sont capables de générer des chaînes d'éperonsulfate en fonction des ligands dont ils ont besoin et en fonction des voies de signalisation qu'ils veulent développer. On voit ici au niveau du rein, de la vessie et des poumons, donc en fait c'est des listes, des fragments des éperonsulfates au niveau de ces différents organes, et donc par HPLC, échangeuse d'ions, je crois. Et donc on voit un profil totalement différent entre les différents organes. Et si on fait un zoom à ce niveau-là, on voit qu'en fait, il y a deux traits superposés qui correspondent à deux souris génétiquement différentes. Donc c'est extrêmement conservé, et donc cette diversité qui est régulée est à l'origine effectivement des interactions spécifiques au niveau des organes. Donc ça, effectivement, ça lance un projet où on peut trouver une spécificité, on peut développer quelque chose. Donc la diversité, en fait, il y a 5 centres de diversité moléculaire. Donc chimiquement, on peut travailler effectivement à trouver des inhibiteurs spécifiques de l'interaction. Et la façon dont, et l'intérêt effectivement de travailler sur inhiber cette interaction ligand-récepteur, c'est que en fait, les éperonsulfates vont être produites par la cellule et vont recruter les ligands produits elles-mêmes par la cellule pour en fait améliorer l'adressage et en fait probablement ce qu'on pourrait appeler un phénomène autocrine en fait. Et ceci crée un gradient de concentration qui est donc impliqué au niveau de l'inflammation, mais également au niveau de la migration cellulaire. La deuxième stratégie, et je ne vais vraiment pas en parler, c'est de travailler au niveau d'un ligand, de chercher un inhibiteur de l'internalisation, donc en intracellulaire. Pour cela, effectivement, il faut des outils cellulaires et, entre autres, des différents modèles cellulaires de fret ont été évalués, développés, puis validés. Afin de pouvoir trouver un antagoniste spécifique, il faudra un contre-criblage, là le criblage est en cours, afin d'éliminer ceux qui agissent au point de vue extracellulaire. Bien évidemment, très en amont des projets, on doit travailler sur les modèles pharmacologiques qui permettront de développer les hits et les différentes molécules qu'on aura trouvées. Ici, c'est donc au niveau donc c'est en oncologie, puisque la voie CXR4, dans le cas d'infection à HPV, est impliquée dans la résistance à la radiothérapie. Donc on a des modèles dans des équipes en oncologie, des modèles cellulaires de migration cellulaire, puisque la voie CXR4 est impliquée dans la migration cellulaire. Donc on a déjà les modèles qui ont été mis en place dans les équipes, et un gros programme de reprogrammation et de caractérisation de cellules souches pluripotentes issues soit de cellules normales, soit de cellules de patients atteints du syndrome WHIM ou de lymphopénie idiopathique. Et ça, ce sont des outils extrêmement importants, puisque très proches de la réalité de l'humain, enfin c'est humain d'ailleurs, et qui sont importants à la fois pour comprendre, caractériser la voie de signalisation, mais qui sont également des outils pharmacologiques. Donc, évidemment, et là c'est presque fini, en amont, on travaille sur les modèles pharmacologiques vivaux des différentes pathologies, et très en amont, comme il a été dit avant, il faut déjà connaître les questions auxquelles on aura à répondre tout au long du projet. C'est absolument essentiel d'avoir les questions. On a les réponses au fur et à mesure, mais un maximum de questions. Et donc, le côté interdisciplinarité est exemplifié ici. Le premier partenaire biologique qui est à Clamart, Karl Balabanian, Françoise Bachellery. Le second partenaire chimie à Orsay. Mais simplement, cela n'est possible qu'avec des partenaires, donc ici à Gustave Roussy, un spécialiste de l'RMN pour les interactions protéine-protéine à GIF,
des chimistes thérapeutiques avant même que les hits soient trouvés, parce qu'on a besoin de leur input pour préparer la suite et les modèles, et une équipe de galéniques également qui est dans ce programme. Et tout cela n'est possible qu'en support avec les plateaux techniques, les plateformes techniques, la plateforme Ciblotte de criblage à Châtenay-Malabry et une forte collaboration avec le docteur Annelise Benasser, responsable de la plateforme Cellules Souches à l'hôpital Paul Brousse. Il y a de nombreuses interactions entre les partenaires qui ont débuté au moment du LERMIT. Ces interactions n'existaient pas avant. Et on implique très fortement les doctorants et les post-doctorants pour faire le lien, pour leur donner cette culture d'interdisciplinarité absolument essentielle, puisque c'est aussi un des rôles des LABEX. Donc pour finir, et je crois que c'est la dernière slide, je voulais juste vous représenter les différentes disciplines et la façon dont ils étaient au point de vue géographique, comment ils étaient situés. On imagine bien que sans une structure comme le LABEX, il aurait été un petit peu plus long qu'un RMNiste qui travaille à GIF rencontre un immunologiste ou un oncologue de Villejuif. Et donc ça aide et ça accélère les interactions.